Grande flex ce matin. C'est donc de la faute des... J'ai pas compris. Non mais il a raison. Alors, il a raison. premièrement, quand tu dis, Jacques, c'est le Covid, je suis pas persuadé parce que j'ai regardé un peu les élections dans les autres pays européens, le taux de participation, il y a eu des élections surtout depuis le début de l'année aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. On a des taux de participation qui n'ont rien à voir avec le désastre que nous avons connu hier. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans l'abstention, la chose, je dirais, qui est la plus remarquable dans cette abstention, c'est que y compris les électeurs du Rassemblement national se sont abstenus, exactement d'ailleurs comme les municipales, c'est-à-dire le dernier scrutin. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, parce que traditionnellement, l'abstention bénéficiait au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que les électeurs du Rassemblement national, envers et contre tout, se mobilisaient pour aller voter. Et le plus extraordinaire, c'est que c'était les électeurs du Rassemblement national qui avaient le plus intérêt cette fois-ci à aller voter pour décrocher un département, pour décrocher une région, ceux qui auraient crédibilisé leur dynamique pour pouvoir cranter à l'élection présidentielle l'année prochaine. Force est de constater qu'ils ne se sont pas déplacés. Robert Ménard. Ils n'ont pas été motivés. Mais attends, ils n'ont pas été motivés parce que je crois, et je rejoins ce que disait Elisabeth Lévy il y a un instant, c'est que je crois que le discours du Rassemblement national s'est affadi ces derniers mois. Et effectivement, ce n'est plus un discours protestataire qui permet aux gens qui veulent pousser un coup de gueule, eh bien, de s'y retrouver. Voilà. Quand vous voulez ressembler au système, eh bien, vous prenez la même conséquence que ce que prend le système dans une élection. Grande flex ce matin. C'est donc de la faute des... J'ai pas compris. Non mais il a raison. Alors, premièrement, quand tu dis, Jacques, c'est le Covid, je suis pas persuadé parce que j'ai regardé un peu les élections dans les autres pays européens, le taux de participation, il y a eu des élections surtout depuis le début de l'année aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. On a des taux de participation qui n'ont rien à voir avec le désastre que nous avons connu hier. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans l'abstention, la chose, je dirais, qui est la plus remarquable dans cette abstention, c'est que y compris les électeurs du Rassemblement national se sont abstenus, exactement d'ailleurs comme les municipales, c'est-à-dire le dernier scrutin. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, parce que traditionnellement, l'abstention bénéficiait au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que les électeurs du Rassemblement national, envers et contre tout, se mobilisaient pour aller voter. Et le plus extraordinaire, c'est que c'était les électeurs du Rassemblement national qui avaient le plus intérêt cette fois-ci à aller voter pour décrocher un département, pour décrocher une région, ceux qui auraient crédibilisé leur dynamique pour pouvoir cranter à l'élection présidentielle l'année prochaine. Force est de constater qu'ils ne se sont pas déplacés. Robert Ménard. Ils n'ont pas été motivés. Mais attends, ils n'ont pas été motivés parce que je crois, et je rejoins ce que disait Elisabeth Lévy il y a un instant, c'est que je crois que le discours du Rassemblement national s'est affadi ces derniers mois. Et effectivement, ce n'est plus un discours protestataire qui permet aux gens qui veulent pousser un coup de gueule, eh bien, de s'y retrouver. Voilà. Quand vous voulez ressembler au système, eh bien, vous prenez la même conséquence que ce que prend le système dans une élection. On a compris, puis vous parlez pour votre chapelle parce que vous avez quitté le Rassemblement national, donc il faut aussi décoder. Si, parce que vous... Une église. Attendez. Non, mais vous avez le droit. Vous étiez avec Marine Le Pen, vous l'avez quitté si je dis quelque chose de favorable au Rassemblement national, vous me dites ah bah oui, mais vous y êtes encore mentalement. Si je dis quelque chose, je décode pour les téléspectateurs. Vous étiez au Rassemblement national, vous êtes parti, vous êtes sur une ligne plus dure que Marine Le Pen. Et ce que vous dites en creux, c'est qu'elle aurait dû m'écouter. C'est tout. Bon, arrêtez de décoder un peu. Point, je décode. C'est ce que je dis. Non, mais attendez, elle n'a pas besoin de m'écouter. Elle est assez grande pour. Mais en même temps, ce spectacle-là qui est donné. Monsieur d'Artigol, en même temps, se retirer du deuxième tour du régional, c'est se faire harakiri. Vous n'avez plus d'élu pendant 6 ans. C'est ça, c'est-à-dire disparaître de la scène politique régionale pendant 6 ans. Donc on comprenait quand même qu'au bout d'un moment... Mais certains jugent que c'est le prix à payer. Mais le prix à payer, pourquoi ? Le Rassemblement national a déjà conquis des villes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des camps, il n'y a rien eu du tout, les villes sont bien gérées. Il y a des gens qui n'ont pas envie... C'est pas la peine de monter dans les tours. Arrêtez avec ce délire. Il y a des personnes qui jugent que l'élection de M. Mariani serait pas quelque chose de positif pour la grande région. Mais on peut avoir cette idée aussi. Mais Olivier, la question n'est pas de savoir s'il y a des gens qui jugent, la question est de savoir si vous, d'abord, c'est pas les gens en général, c'est est-ce que vraiment il y a un danger fasciste à l'idée que, je veux dire, est-ce que Mariani sera tellement différent? On va marquer une pause. Franchement. On va marquer une pause.
Quand Bertrand dit et briser les mâchoires du Rassemblement national de la part d'un édenté politique, c'est plutôt cocasse. Enfin, il a gagné 44%. Mais il devrait faire de la politique. Je maintiens que l'élément le plus fort pour moi de ce que j'ai vu hier, c'est... Et en plus, je n'ai pas forcément une explication rationnelle à vous donner. Le Rassemblement national faisait 28% national en 2015, il fait 18 aujourd'hui. Parce qu'il y a une erreur. Donc il a perdu 10 points. Alors que tu es sur les terrains de l'immigration, sur la sécurité, tu es sur le protestataire, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas une explication qui me convainc depuis ce matin. Mais Pascal Praud, excusez-moi, mais la politique, c'est une incarnation. J'entends bien, mais ça, c'est une explication pour vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour vous, c'est Marine Le Pen. Non. Je parle de Sébastien Chenu dans le Nord. Là, oui, mais là, moi, je parle national, donc vous n'écoutez même pas ce que je dis. Bon, pour la politique. Vu le bilan d'Emmanuel Macron sur ces 4 dernières années, on ne peut pas non plus dire qu'Emmanuel Macron a montré un côté prométhéen de la politique où il a transformé le réel. Donc en fait, Emmanuel Macron n'a fait qu'aggraver la logique que vous soulignez, à savoir que le président de la République est devenu un manager, un gestionnaire, et donc effectivement, il tombe dans l'escarcelle du conseiller régional ou du conseiller départemental qui ne change rien à la réalité. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser à M. Michaud. Parce que il faut mettre de l'espoir, il faut mettre de l'envie, il faut mettre de la passion. J'ai une question à poser à M. Michaud, parce que effectivement, les sondages se sont beaucoup trompés sur ces élections départementales, mais qu'est-ce qui nous dit au fond qu'ils ne se trompent pas aussi sur les pronostics qu'ils font sur la prochaine présidentielle? Parce qu'on donne Marine Le Pen autour de 30%, on la donne même à 48% au deuxième tour, alors que le premier tour n'a pas encore eu lieu. Est-ce que finalement, je dirais, la débâcle sondagière à laquelle nous avons assisté hier ne constitue pas une sorte de discrédit pour les résultats, en tout cas de sondages, qui sont faits sur le prochain scrutin? Alors vous avez en partie raison. Vous avez raison sur le fait qu'à un an de l'élection, une intention de vote n'est absolument pas prédictive et encore moins prévisionnelle. A fortiori, quand nous parlons du second tour, on sait très bien que le second tour est indexé sur le premier tour, et donc aujourd'hui, ce sont simplement des hypothèses, des conjectures sur ce que serait un éventuel second tour. En revanche, là où je divergerai de votre propos, c'est sur le fait que, tout de même, l'élection présidentielle, on a une participation qui est massive. On a plus de 80% de participation. C'est quand même très différent d'une élection régionale. L'élection présidentielle fait le vide autour d'elle, et que tout ce qu'on appelle les scrutins intermédiaires ou les scrutins locaux, finalement, intéressent de moins en moins. C'était déjà le cas, ça a même été présenté comme la primaire à droite. Ils ne se mobilisent que pour l'élection qui, comment vous expliquez qu'en 92, c'était le contraire? Plus d'impact sur la réalité. Vous n'êtes pas obligé de l'engueuler non plus en posant cette question. Vous pouvez poser une je dis juste parce qu'il disait qu'en 92, nous avions 68% de participation. Or, le régime à l'époque était aussi présidentiel qu'aujourd'hui. Que concrètement, les régions, les départements, etc., ont assez peu d'impact sur la politique migratoire et sécuritaire. Donc, ça, c'est sûr. Oui, mais sauf que les sondeurs vous disent quand même que parmi les préoccupations qui ont poussé les gens à aller voter, la première, c'est la sécurité. C'est ça le grand paradoxe. C'est que malgré le fait que les régions et les départements n'ont pas de compétences particulières en matière de sécurité, les motivations pour aller voter sont restées aussi calées autour de la sécurité. Un homme de 22 ans a perdu une main. Bon, c'est quand même extraordinaire parce que ces images-là sont à mettre en comparaison de toutes les instructions ministérielles de ne pas poursuivre les jeunes qui font du rodéo, par exemple, de rester l'arme au pied lorsqu'ils reçoivent des feux d'artifice dans certains quartiers ou des mortiers. Là, on envoie effectivement, c'est-à-dire qu'on envoie des centaines de gendarmes pour arrêter une fête, parce que là, évidemment, derrière, il n'y a pas des quartiers entiers qui risquent de s'embraser, qui risquent de se révolter. Et en revanche, dans certains quartiers, on appelle à la plus grande prudence. On laisse les choses se faire par peur et par pleutrerie. Donc moi, quelle est ta conclusion? Qu'il ne faut rien faire là ou qu'il faut faire quelque chose? Ma conclusion, c'est que la force doit aller à la loi partout. Là, en l'occurrence, effectivement, si les gendarmes arrivent et qu'ils demandent aux jeunes de s'arrêter, il faut qu'ils s'arrêtent. C'est fascinant parce que souvent, je dis qu'avec certaines personnes, tu parles de n'importe quel sujet et l'immigration est 2 phrases plus tard. C'est obsessionnel. C'est que là, on parle sur une rêve partie, 2 secondes après. C'est vous qui êtes obsédé par ça. J'ai parlé de quartier. Il a parlé de 2 poids, 2 mesures. 33.
Donc il y a quand même une vraie différence. Alors que c'était l'inverse dans les sondages. La bonne nouvelle en Ile-de-France, c'est la tôle qu'a prise Audrey Pulvar. Vous n'aimez pas Audrey Pulvar? Ah bah écoutez, moi je partage. Je n'aime pas les racistes. Vous aviez quelques messages à adresser dans cette émission là. Non, c'est pas ça, c'est que la liste est terminée ou pas, non? Mais attendez, si Audrey Pulvar avait fait un bon score, ça veut dire que le racisme aurait progressé en France. Ce contre quoi je m'inscris évidemment en faux.